Alors, bienvenue au webinaire sur tout savoir sur l'embauche d'un salarié avec un comparatif sur le TESA simplifié et le TESA+. Donc, cette session est animée par les conseillères entreprises de la MSA Provence-Azur, Céline Toureau et Sandrine Signoret, Dauphin. Vous avez des questions sur des cas particuliers, vous pouvez nous adresser via votre espace privé un même message et mes réponses. Dans ce webinaire, nous allons aborder les points suivants. Donc, les objectifs de cette rencontre de ce soir. Essayez de vous accompagner par rapport à la protection sociale de la santé-sécurité au travail, mais également sur les formalités relatives à l'embauche d'un salarié saisonnier. Et après, pour terminer, nous allons faire un comparatif sur le TESA simplifié et le TESA+. Et en tout dernier, vous aurez une liste des contacts de nos partenaires. Je laisse maintenant la parole à ma collègue, Madame Toureau. Bonjour à tous. Donc, nous allons aborder les objectifs de notre rencontre. Donc, 3 objectifs: protéger la santé et sécurité au travail des salariés, sécuriser la protection sociale des salariés et pour finir, répondre aux besoins d'accompagnement des employeurs. Protéger la santé, sécurité au travail des salariés. Le rôle de l'employeur. L'employeur a une obligation de sécurité de résultats en matière de santé et de sécurité au travail. Il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en mettant en place 1. Des actions de prévention de risques professionnels, 2. Des actions d'information et de formation, 3. Une organisation et des moyens adaptés. L'employeur doit adapter ses mesures en fonction des changements et améliorer les situations existantes. Il doit également évaluer les risques pour la santé et la sécurité de son salarié et appliquer les principes généraux de prévention, tels que adapter le travail à l'homme, limiter le travail monotone et cadencé. En cas de manquement, la responsabilité civile et ou pénale de l'employeur peut être engagée. Alors, l'accompagnement MSA en SST pour les entreprises et les salariés. Donc, il s'agit de préparer les permanents avant l'accueil des saisonniers, c'est-à-dire former et outiller les permanents pour qu'ils assurent un accueil sécurisé et efficace. Accompagnement et conseils sur la prévention des risques liés aux spécificités des saisonniers. En effet, ce sont souvent des personnes qui ne connaissent pas l'activité, le matériel et les locaux. Il est nécessaire de renforcer le rôle managérial puisque souvent on passe de 1 salarié à 50 salariés. Et ça peut être également des emplois d'étudiants et des emplois de travailleurs étrangers, donc avec une langue et culture qui sont différentes. Petite nouveauté concernant l'autorisation de conduite et habilitation électrique. Une attestation de non-contre-indication médicale est délivrée par le médecin du travail et qui remplace l'avis d'aptitude. Alors pour les salariés ayant bénéficié d'un examen médical ayant donné lieu à la remise d'un avis d'aptitude avant le 1er octobre 2025, l'avis délivré équivaut à attestation de non-contre-indication médicale avec une validité de 5 ans à compter de la date de sa délivrance. La MSA met en place également un accompagnement multilingue pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs étrangers. Donc sur cette slide, nous allons faire un zoom sur cet accompagnement MSA multilingue pour les travailleurs étrangers. Donc une approche multilingue est disponible en plusieurs langues et accessible sur le site SSA. Sur cette diaporama, nous avons mis le lien. Donc, en cliquant sur le lien bleu, vous avez accès à ce site où vous pouvez donc retrouver des accompagnements, par exemple pour la cueillette du melon en version polonaise avec une vidéo.
Vous avez également en version portugaise cette même vidéo et vous l'avez aussi en bulgare ou en ukrainien, en roumain, en fonction du travailleur saisonnier étranger que vous employez. Les informations relatives à la SST dans la déclaration d'embauche. Alors, la déclaration d'embauche auprès de la MSA doit préciser les expositions aux risques professionnels, ainsi que le type de suivi médical nécessaire pour le salarié. Alors, ces informations, pourquoi? Les informations que vous allez mettre au travers de votre déclaration préalable à l'embauche permettent de déterminer le suivi médical. Donc, il y a 3 types de suivi médical. Le SIS, qui est le suivi individuel simple. Le SIR, qui est le suivi individuel renforcé. Et le SIA, qui est le suivi individuel adapté. Si les informations d'exposition ne sont pas renseignées, le salarié sera automatiquement assimilé à un SIS, qui est le suivi individuel simple. Donc, l'avantage d'une identification anticipée, ça permet à la MSA d'organiser la visite médicale rapidement. L'employeur peut affecter le salarié à son poste en toute sécurité et sans risque juridique. Donc, nous vous avons mis en bas de cette slide les coordonnées du service prévention, mais aussi celles du service SST de chaque département. Donc, en cas de doute, si vous avez des questions, nous vous invitons à les contacter. En complément de ce que vient de dire ma collègue, je vous ai mis dans la conversation toutes ces coordonnées téléphoniques et mail. Donc maintenant, nous allons aborder les formalités relatives à l'embauche d'un salarié. Donc, formalités à réaliser par vous, employeur de main-d'œuvre. Nous vous recommandons d'informer la MSA de votre intention d'embaucher d'un salarié pour la première fois quelques jours avant la date de début du contrat de votre salarié, ceci afin d'éviter l'ouverture de votre compte employeur en urgence par la MSA. Autre démarche à réaliser, c'est de prendre contact avec un organisme de prévoyance et de mutuelle afin d'effectuer les démarches d'adhésion et obtenir les données de paramétrage. Les informations nécessaires pour une première embauche d'un salarié, nous avons besoin de votre numéro de SIRET, de votre nom, de la raison sociale de votre entreprise, ainsi que la convention collective auquel vous appartenez. Pour trouver cette convention collective, sur cette diaporama, nous avons mis le lien pour vous connecter et savoir à quelle convention vous appartenez. Au niveau des détails de l'embauche, nous avons également besoin de la date de la première embauche prévue, le nombre de salariés concernés par ces embauches et l'activité principale des salariés. On demande également le motif déclaratif qui sera choisi par l'employeur. Actuellement, en MSA, vous avez la possibilité d'avoir 3 motifs déclaratifs. Le TESA simplifié et le TESA Plus, ce sont 2 logiciels de paie émis gratuitement par la MSA, soit la déclaration sociale nominative par un logiciel de paie. Au plus tôt la MSA a ces informations, mieux c'est. Alors, au niveau de la déclaration d'embauche, quelques rappels sur l'importance de déclarer le salarié au plus tôt 8 jours avant la date prévisible d'embauche et au plus tard dans les instants qui précèdent l'embauche. Les outils informatiques mis à votre disposition vous permettent effectivement donc de réaliser les embauches, soit depuis le site de la MSA, depuis votre espace privé, employeur, ou depuis Net Entreprise. Le site TESA simplifié et le site TESA Plus, avec un petit rappel que le TESA simplifié ne concerne que les contrats de moins de 3 mois, et le TESA Plus qui permet de gérer tous les autres contrats, sauf cas particuliers, comme par exemple le mandataire. La régularité de la situation. Point de vigilance pour l'embauche de salariés nés à l'étranger et de nationalité étrangère.
Il est nécessaire de récupérer les justificatifs avant l'embauche du salarié et de vérifier si le salarié a bien une autorisation de travail en France et pas une autorisation de circuler sur le territoire. Il est important de nous transmettre les justificatifs nécessaires, à savoir l'acte de naissance avec les filiations datées de moins de 3 mois, les justificatifs d'identité, carte d'identité ou passeport, le titre de séjour et de vérifier que c'est bien la France qui a délivré ce titre de séjour, l'autorisation de travail dans certains cas. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires depuis le site de la MSA. Alors, nous allons parler maintenant de l'exonération travailleur occasionnel demandeur d'emploi que l'on appelle le TODE. Alors, petit rappel concernant cette exonération, tous les employeurs relevant de la MSA, sauf exception, peuvent bénéficier d'exonération patronale en cas d'embauche de salariés considérés comme travailleurs occasionnels. La durée maximale d'application de cette exonération est fixée à 119 jours consécutifs ou non, par employeur, par salarié et par année civile. Les entreprises non éligibles à cette exonération sont les paysagistes, les artisans ruraux, les entreprises de travaux agricoles, les forestiers, les coopératives, les entreprises de travail temporaire et certaines structures touristiques. Sont considérés comme travailleurs occasionnels agricoles les salariés qui remplissent 2 conditions se rapportant à la nature de leur contrat de travail et à la nature des tâches affectées. Alors, pour quel... Alors, attendez, on a un petit souci de... Voilà, ça y est, ça revient. C'est bon. Alors, pour quel contrat de travail? On était là, à la slide précédente. Pour quel contrat de travail? Ce dispositif donc concerne uniquement l'emploi de travailleurs occasionnels recrutés sous les contrats de travail suivants, c'est-à-dire CDD à caractère saisonnier, CDD d'usage. Ce contrat permet à un employeur d'embaucher un salarié pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Pour les contrats vendanges, pour les CDD d'insertion que l'on appelle les CDDI, conclus par une entreprise d'insertion ou par une association intermédiaire, les CDD CIE, que l'on appelle les contrats initiative emploi conclus notamment dans le cadre du contrat unique d'insertion, et les contrats tels que les CDI qui sont conclus avec un demandeur d'emploi, inscrit donc à France Travail par un groupement d'employeurs pour effectuer des tâches relevant des activités ouvrant droit à l'allègement travailleur occasionnel. Pour quelles tâches? Donc, pour des tâches qui sont liées au cycle de la production animale et végétale, comme par exemple la culture spécialisée ou non spécialisée, ainsi que l'élevage. Et pour des tâches qui sont liées également aux activités constituant le prolongement direct de l'acte de production, comme par exemple la transformation, le conditionnement de produits agricoles. Au niveau de l'actualité, il faut savoir que la loi de finances de sécurité sociale pour 2025 a pérennisé le dispositif TODE qui devait initialement prendre fin au 31 décembre 2025 et étend l'éligibilité du dispositif TODE à certaines coopératives d'utilisation du matériel agricole, les CUMA, ainsi qu'aux coopératives de conditionnement de fruits et légumes. Alors, nous avons une question de Madame Toulet. Est-ce que vous avez votre micro? Madame Toulet, vous pouvez... Est-ce qu'on a pu répondre à votre question par rapport à quelles sont les exceptions pour la TODE et est-ce que les groupements d'employeurs sont exclus? Ou est-ce que vous voulez qu'on approfondisse? Donc, Madame Toulet n'a
pas de micro, je suppose. Elle est en train de nous écrire. Donc, on va continuer et on reprendra s'il y a besoin. Oui, c'est ça, ils ne sont pas exclus. Alors, nous allons continuer sur l'exonération de travailleurs occasionnels. Donc, sur cette diapo, on vous rappelle les montants plafonnés selon le salaire du salarié. Il y a une exonération totale qui est possible si la rémunération est inférieure ou égale à 1,25 SMIC. Il y a une exonération qui est dégressive si la rémunération varie entre 1,25 et 1,6 SMIC. Et aucune exonération n'est possible si la rémunération du salarié est supérieure à 1,6 SMIC. Donc, même si on a demandé l'exonération de travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi en fonction de la rémunération du salarié, on aura soit une exonération totale, soit une exonération dégressive, soit nulle. Il existe des cas particuliers, comme pour les contrats vendanges. Il y a une spécificité sur ces contrats. Ils ont une durée maximale d'1 mois par an et renouvelable 1 mois par an également. Il y a des travaux qui sont éligibles à cette exonération. Il s'agit de la préparation, de la cueillette, du portage et du nettoyage de matériel. Sont exclus de ces exonérations les tâches administratives, cuisine, ménage et cuvage du vin. On vous rappelle également que cette exonération est à demander lors de la saisie de la déclaration d'embauche. Attention, légalement, l'exonération de travailleurs occasionnels n'est plus obligatoire sur la déclaration d'embauche en mode TESA plus et TESA simplifié. Il est préférable de la demander pour une bonne gestion de votre bulletin de salaire. Alors, on a une cabinet comptable qui nous demande si vous aurez accès au diaporama. Oui, bien sûr. Après avoir organisé ce webinaire, on vous enverra ce support par mail. On continue ? Alors, on va aborder maintenant le sujet du cumul possible entre l'exonération de travailleurs occasionnels et la réduction générale dégressive unique, la RGDU. Alors, ce que l'on va aborder là maintenant est sous réserve d'une publication au BOSS. Ce n'est pas encore donc en vigueur, donc on attend la publication. Depuis le 1er janvier 2026, un employeur qui bénéficie de l'exonération de travailleurs occasionnels pour un salarié sur une période égale ou inférieure à 119 jours dans l'année civile pourra, pour ce même salarié, bénéficier de la réduction générale dégressive unique pour un autre contrat non éligible au TEDE. En revanche, il n'est pas possible qu'un employeur ayant déjà bénéficié de l'exonération de travailleurs occasionnels puisse par la suite bénéficier pour ce même contrat de la RGDU, sauf à renoncer à l'exonération TODE au profit de la RGDU. Donc nous allons voir quelques exemples par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc, dans les slides maintenant, donc, nous vous présentons quelques exemples. Donc, nous avons mis 4 exemples. Donc, il y aura 4 diapos justement pour les exemples de TODE, de cumul possible entre TODE et la RGDU. Donc, premier exemple, ça sera avec 2 contrats CDD. C'est-à-dire, donc on a un premier contrat en CDD qui est éligible à l'exonération de travailleurs occasionnels du 1er janvier au 30 septembre avec un motif de recours CDD à caractère saisonnier. L'employeur a besoin d'un deuxième contrat CDD, mais cette fois-ci, le salarié est non éligible aux travailleurs occasionnels car le motif de recours du CDD, c'est un CDD d'accroissement temporaire d'activité. Et le contrat va du 1er octobre au 31 décembre. Le salarié va bénéficier du travailleur occasionnel jusqu'au 119e jour et il va bénéficier de la RGDU sur son deuxième contrat. On vous a mis un petit tableau pour que vous puissiez voir ce qu'on a écrit en visuel par un tableau. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, vous avez droit au travailleur occasionnel. Vous avez cette salarié encore embauché en juillet, août, septembre, vous n'avez plus d'exonération.
Par contre, vous rembauchez ce salarié du 1er octobre au 31 décembre avec un motif de contrat différent du premier. Donc, la différence, le premier, c'est un CDD à caractère saisonnier. Le deuxième, c'est un CDD avec accroissement temporaire d'activité. Là, pour ce deuxième contrat, vous pourrez avoir droit à la RGDU d'octobre, novembre et décembre. Alors, nous allons prendre notre exemple avec 3 contrats CDD. Donc, un premier contrat avec un contrat CDD qui, lui, est non éligible au TODE, puisqu'il embauche, l'employeur embauche son salarié pour un motif CDD accroissement temporaire d'activité. Donc, il va l'embaucher, admettons, du 1er janvier au 31 janvier. Nous avons un deuxième contrat pour un CDD qui va du 1er février au 31 août avec un contrat qui est éligible au TODE puisque le salarié est embauché avec le motif CDD à caractère saisonnier. Et un troisième contrat CDD qui lui aussi est éligible à l'exonération de travailleurs occasionnels du 1er septembre au 31 décembre puisque le motif de recours du salarié est un CDD d'usage. Donc, le salarié bénéficie de la RGDU sur le premier contrat, puisqu'en fait, le premier contrat, on a bien vu que c'était un CDD d'accroissement temporaire d'activité, donc il n'est pas éligible au TODE, donc il va être éligible à la RGDU. Pour le deuxième contrat qui va du 1er février au 31 août, le motif de recours est un CDD à caractère saisonnier, donc l'employeur pourra bénéficier de l'exonération travailleur occasionnel. Et donc, de ce fait, s'il a l'exonération travailleur occasionnel, il n'aura pas donc la RGDU pour ce deuxième contrat. Et pour le troisième contrat qui va du 1er septembre au 31 décembre, c'est un contrat qui est éligible à l'exonération travailleur occasionnel puisque l'employeur l'a embauché avec un motif de CDD d'usage. Donc, l'employeur pourra de nouveau bénéficier de la réduction travailleur occasionnel, bien évidemment dans la limite des 119 jours dans l'année civile. Donc, on vous rappelle quand même que c'est sous réserve d'une publication au BOSS. Actuellement, ce n'est pas encore publié. Mais ça fait partie de la loi de finances 2026, donc obligé de l'aborder et de vous sensibiliser à ce qui devrait être mis en place. Donc maintenant, nous allons prendre un troisième exemple. Et là, cette fois-ci, ça va être avec 3 contrats CDD. Donc, contrat 1, CDD éligible à l'exonération travailleur occasionnel du 1er janvier au 30 avril avec un motif de recours contrat d'usage. On a un deuxième contrat CDD qui est là non éligible à l'exonération de travailleur occasionnel du 1er mai au 31 juillet, car le motif de recours du CDD est CDD de remplacement et donc il va bénéficier de la RGDU. Le troisième contrat, il sera un CDD éligible à la travailleur occasionnel du 1er août au 31 décembre avec un motif de recours contrat d'usage. Le salarié peut bénéficier du travailleur occasionnel jusqu'à atteindre les 119 jours dans l'année civile. Donc là, dans le tableau, vous voyez bien, 1er janvier, 30 avril, donc janvier, février, mars, avril, il a droit à l'exonération de travailleur occasionnel. Mai, juin, juillet, il a droit à l'RGDU, car le motif du contrat n'est pas un motif pour avoir droit à l'exonération de travailleur occasionnel. Et dans le troisième contrat, il a droit à l'exonération de travailleur occasionnel jusqu'au 119 jours d'année civile. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, il aura atteint les 119 jours de travailleur occasionnel. C'est-à-dire qu'au mois de novembre et au mois de décembre, il n'aura aucune exonération. Et donc, nous passons au quatrième exemple où on a un contrat CDD et un autre contrat en CDI. Donc, le premier contrat est un CDD qui est éligible à l'exonération travailleur occasionnel qui va du 1er janvier au 30 avril, puisque le motif de recours est un contrat d'usage. Et le deuxième contrat est un CDI à compter du 1er mai et donc de ce fait n'est pas éligible à l'exonération travailleur occasionnel.
Donc, l'employeur va pouvoir bénéficier de janvier à avril de l'exonération travailleur occasionnel, puisque le motif de recours est contrat d'usage, et donc c'est compatible à l'exonération de travailleur occasionnel. Et pour le deuxième contrat, à compter du 1er mai, il embauche donc ce même salarié en CDI. Mais à ce moment-là, comme il est en CDI, il ne peut pas bénéficier de l'exonération travailleur occasionnel. Il bénéficiera donc à compter du 1er mai de la RGDU. Donc, pour pouvoir cumuler sur une même année l'exonération travailleur occasionnel et la RGDU pour un même salarié, il faut impérativement que les contrats soient différents avec un motif de contrat différent. Et pour bénéficier de l'exonération travailleur occasionnel, il faut bien évidemment que le contrat soit éligible à ce dispositif. Et toujours sous réserve d'une publication au BOSS. Alors maintenant, nous allons aborder l'ouverture des droits à la complémentaire frais de santé. Donc, depuis 2016, l'employeur a une obligation d'avoir un contrat d'adhésion à la complémentaire frais de santé pour couvrir l'ensemble de ses salariés avec une prise en charge d'au moins 50% de la cotisation au minimum. L'employeur doit se rapprocher de l'organisme complémentaire pour souscrire un contrat collectif de son choix. Les accords collectifs peuvent préconiser un organisme mais ne peuvent pas l'imposer. On vous rappelle que la MSA a noué dans chaque département des partenariats avec certains organismes permettant une gestion unique des frais de santé. Alors, nous abordons les dispenses d'affiliation à la CFS. Donc, dispense du contrat complémentaire santé. Les salariés peuvent, sous certaines conditions, refuser d'adhérer au contrat mis en place par l'entreprise. Donc, il y a deux types de dispenses. Les dispenses de droit qui sont applicables automatiquement, même si elles ne sont pas prévues dans le contrat collectif, et des dispenses conventionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont applicables uniquement si elles sont prévues dans l'acte fondateur du régime collectif. Alors, quelles sont les obligations de l'employeur ? L'employeur doit informer l'organisme complémentaire ou la MSA si nous avons délégation de gestion depuis la déclaration d'embauche ou s'il y a une modification du contrat depuis votre espace privé en faisant un mes messages et mes réponses. Il est nécessaire également de respecter les délais de transmission. En cas de retard, la dispense s'appliquera au premier jour du mois suivant la demande. Donc, les bonnes pratiques pour le salarié, pour bénéficier des remboursements santé, il doit envoyer à la mutuelle l'attestation vitale ainsi que son relevé d'identité bancaire. Le versement santé. L'employeur peut remplacer la couverture obligatoire par une participation forfaitaire appelée versement santé sur la fiche de paie du salarié pour financer sa couverture individuelle. Ce versement est imposable pour le salarié. Les salariés concernés, ce sera des CDD d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, les salariés en contrat de mission d'au moins 3 mois et les salariés travaillant moins de 15 heures hebdomadaires dans l'entreprise par semaine. Règle. Montant et calcul fixé par la loi. Revalorisé chaque année, le salarié peut demander à en bénéficier via une dispense adaptée à faire dès l'embauche. Nous allons réaborder tout à l'heure ces points sur la mutuelle et le versement santé. On vous a mis également sur cette diaporama la notice, donc en bleu, la notice versement santé pour avoir plus de renseignements. Nous avons une question sur est-ce que l'exonération concernant le travailleur occasionnel peut être rétroactive? Pouvons-nous faire une rectificative si nous n'avons pas demandé l'exonération?
Alors, si vous avez, ça dépend. Si vous êtes en DSN, oui, parce que vous pouvez faire des régularisations via la DSN. Si vous êtes en TESA simplifié, non. Et si vous êtes en TESA+, il faudra voir si le contrat n'est pas clos. Donc ça, c'est un cas particulier. Donc, si vous avez une question, il faudra, oui, en DSN pour mon cas, mais le contrat est clos. Mais en DSN, vous pouvez très bien faire une régularisation sur un contrat clos. Il faudra bien mettre dans le paramétrage la période du contrat, bien mettre les périodes de rattachement et vous pouvez rectifier votre DSN. Il n'y a pas de problème. Alors, pour le versement santé, on va réaborder le versement santé tout à l'heure. Vous verrez que ça sera beaucoup plus clair. Et on reviendra si, Madame Baptiste, vous n'avez pas compris tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Alors, nous allons passer là maintenant au prélèvement à la source, que l'on appelle le PAS. Donc, il faut savoir que le PAS est entré en vigueur au 1er janvier 2019. Il vise à adapter le recouvrement de l'impôt au titre d'une année à la situation réelle du contribuable, au titre de cette même année sans modifier les règles de calcul. C'est l'administration fiscale qui calcule le taux de prélèvement. Pour les employeurs utilisant le TESA, le collecteur et la MSA, elle va calculer le PAS à partir d'un taux personnalisé ou non, le collecte et le reverse à l'administration fiscale. Donc l'administration fiscale reste toutefois au cœur de la relation avec le contribuable. C'est elle qui calcule le taux de prélèvement et le communique au collecteur, donc à la MSA. Elle est destinataire des éventuelles demandes de modulation de taux. Elle reçoit le paiement du solde de l'impôt ou procède à la restitution d'un éventuel trop versé. La MSA, elle, ne réalisera aucune émission rectificative concernant le PAS. Alors, la détermination du taux du PAS. Vous avez soit le taux personnalisé, il est transmis par l'administration fiscale au collecteur en réponse à une précédente déclaration. Pour les employeurs en DSN, via les comptes rendus métiers de la DGFiP, le centre des impôts, dans les délais de 6 à 8 jours suivant la date limite de dépôt de la DSN. Pour les employeurs en TESA simplifié ou TESA+, la récupération des taux se fait via un flux informatique. Cette procédure consiste au dépôt par chaque MSA sur un espace dédié sur Net Entreprise d'un fichier contenant la liste des salariés embauchés en TESA. Ensuite, sous un délai de 5 jours, les services fiscaux transmettent les taux à appliquer pour chacun des salariés via un compte-rendu métier, le CRM. Les bulletins de salaire TESA produits à l'issue de cette récupération porteront un taux PAS personnalisé. Et ensuite, vous avez donc le taux non personnalisé qui est appliqué par le collecteur en fonction d'un barème qui est défini par l'administration fiscale. Ce taux est appliqué lorsque l'administration fiscale n'a pas communiqué de taux personnalisé au collecteur. Par exemple, dans les cas suivants, s'il s'agit d'une nouvelle embauche n'ayant pas encore donné lieu à déclaration, contribuable s'opposant à la communication de son taux PAS, ou bien parce que le taux est inconnu par le centre des impôts. Il s'agit d'un nouveau contribuable, l'individu n'est pas encore connu par l'administration fiscale. Donc les formalités au regard du PAS incombent exclusivement à l'employeur. La MSA n'intervient pas dans le processus. Les employeurs qui sont en TESA simplifié ou TESA+, la MSA se substitue à l'employeur pour les formalités relatives au PAS. C'est-à-dire que suite à la saisie du volet social par l'employeur, la MSA se charge d'appliquer le taux PAS dont elle a connaissance à la date de saisie du volet social. Donc elle appliquera un taux personnalisé ou non personnalisé en fonction des cas. De générer le bulletin de salaire avec les mentions relatives au PAS,
La MSA se charge également d'émettre la facture incluant le montant du pass calculé et de déposer une déclaration relative au pass. Pour le TESA+, la MSA produit pour le compte de l'employeur une DSN intégrant ces données. Cette déclaration est transmise à la DGFiP mensuellement. Pour le TESA simplifié, la MSA produit chaque trimestre une déclaration PASSRO, c'est-à-dire prélèvement à la source revenu autre, pour le compte de l'employeur. Si vous souhaitez plus de renseignements ou si votre salarié conteste son taux, nous vous avons mis donc sur cette slide en bas le numéro de téléphone pour contacter le centre des impôts. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Pas de questions? Alors on passe à la suite. Au comparatif, donc nous arrivons donc comparatif donc sur les deux dispositifs, donc le TESA simplifié, le TESA+. Quel mode déclaratif utiliser? Alors, c'est quoi le TESA simplifié? Objectif. Donc, l'objectif du TESA simplifié, c'est alléger les charges administratives pour les emplois occasionnels très courts, inférieurs à 3 mois. Les avantages, c'est que c'est un service gratuit, accessible en ligne via l'espace privé MSA, que ça permet donc la MSA, c'est un guichet unique pour toutes les démarches sociales liées à ces contrats et ça garantit la protection sociale des salariés. Alors, le TESA+, l'objectif, c'est d'alléger également les charges administratives pour les emplois en CDD, mais également en CDI. L'avantage, tout comme le TESA simplifié, c'est un service gratuit, accessible en ligne via l'espace privé MSA, guichet unique pour toutes les démarches sociales liées à ces contrats, destiné surtout aux petites entreprises qui n'ont pas de logiciel de paie, et ça permet de garantir la protection sociale des salariés. Alors attention, nous vous rappelons que vous ne pouvez pas utiliser les deux dispositifs en même temps. Vous ne pouvez pas utiliser et le TESA simplifié et le TESA+. Alors, que ce soit pour le TESA simplifié et le TESA+, depuis le service en ligne, ces deux dispositifs vous permettent de réaliser 11 formalités en une seule déclaration. Donc, les formalités à l'embauche, donc elles sont, on en compte 6 formalités, c'est-à-dire la déclaration d'embauche, le contrat de travail, l'immatriculation des salariés, le signalement au service santé et sécurité au travail, l'inscription sur le registre unique du personnel, la demande d'exonération de cotisation patronale pour le travailleur occasionnel. Et elle permet aussi de faire 5 formalités à la fin du contrat, à savoir le bulletin de salaire, le certificat de fin de contrat, l'attestation France Travail, la déclaration des données nécessaires au calcul des cotisations sociales et au prélèvement fiscal à la source, et également les déclarations annuelles des salaires aux services fiscaux. Alors, nous avons ici la visualisation côté espace privé employeur. Donc, nous vous avons mis sur cette slide le visuel lorsque vous vous connectez, soit donc au TESA simplifié, soit au TESA+, en fonction donc de votre situation par rapport au contrat que vous avez. Il faut savoir qu'il y a des manuels utilisateurs appelés guides pas à pas qui sont mis à votre disposition sur le site tesa.msa.fr pour vous aider, pour vous accompagner lors des démarches administratives. Nous vous avons mis dans notre support les liens pour les consulter. Donc vous avez, concernant le TESA simplifié, le manuel utilisateur pour tout ce qui concerne les contrats, et vous avez un autre manuel utilisateur pour la saisie des bulletins de salaire. Et également pour le TESA+, vous avez le manuel utilisateur du TESA+. Donc tous les deux, enfin tous les guides sont disponibles sur le site tesa.msa.fr.
Alors, nous avons une question. Sur le guide pas à pas du TESA simplifié, il est écrit qu'on peut dire que le salarié est dispensé de mutuelle. Or, cela n'est pas possible sur le TESA simplifié. Oui, on abordera tout à l'heure justement par rapport donc à la complémentaire frais de santé, pourquoi le TESA simplifié, vous ne pouvez pas. Donc, on va vous le dire tout à l'heure. Alors là, on va parler en premier de la taxe d'apprentissage. Lors de votre première connexion au TESA simplifié en 2026 ou lors de votre adhésion, la saisie de l'assujettissement fiscal à la taxe d'apprentissage pour l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2025, est obligatoire et constitue une étape bloquante pour accéder au service. Vous avez accès via votre tableau de bord sur l'onglet Autres informations, déclaration en lien avec la taxe d'apprentissage, puis il faudra cliquer sur Action. Une fois cette information enregistrée, elle ne sera plus redemandée pour le reste de l'année. Si vous ne savez pas si vous êtes oui ou non assujetti à la taxe d'apprentissage, nous vous invitons à contacter votre centre des impôts au même numéro qu'on vous a donné tout à l'heure. Et comme ça, vous pourrez leur demander si oui ou non votre entreprise est assujettie ou non à la taxe d'apprentissage. En cas d'erreur, possibilité de modifier la saisie. Mais attention, cette modification, elle est limitée à une seule fois avant le 31 août de l'année en cours pour le millésime précédent. Lorsque vous déclarez que l'entreprise est non assujettie, vous avez un accusé sur l'outil qui indique que cela permettra le calcul de la taxe d'apprentissage sur le bulletin de salaire 2026. Cela peut créer de la confusion. C'est simplement pour indiquer que votre déclaration est bien prise en compte. Le bulletin de salaire est à chaque fois calculé en tenant compte de votre déclaration. Si oui, il y aura un appel de la taxe d'apprentissage. Si vous mettez non assujetti, il n'y aura pas d'appel de la taxe d'apprentissage. L'employeur peut accéder à sa déclaration pour se rassurer et bien voir ce qu'il a marqué, qu'il a bien marqué qu'il était non assujetti. Sachez qu'une demande d'évolution est en cours pour l'année prochaine afin de ne plus porter confusion. Si votre entreprise est assujettie à la taxe d'apprentissage, vous avez une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et vous pourrez éventuellement bénéficier d'une déduction sur le montant de la part principale. La déduction, il vous est possible de déduire une partie du montant des subventions que vous avez pu verser l'année précédente à un ou plusieurs établissements de formation, n'excédant pas 10% du montant versé de part principale à la taxe d'apprentissage l'année précédente. Dans ce cas, il vous suffit d'indiquer le montant de la déduction dont vous disposez. Pour plus de renseignements, il faut vraiment contacter le centre d'impôt qui est le seul à vous indiquer ce que vous devez faire. Alors, concernant le TESA+, donc pareil, à l'adhésion ou à chaque début d'année, un message informatif sur la page d'accueil vous invite à saisir dès que possible l'assujettissement à la taxe d'apprentissage de l'année précédente. Donc, cela permettra le calcul correct de vos bulletins de salaire en matière de cotisation liée à la taxe d'apprentissage, mais aussi à la cotisation solde taxe d'apprentissage. Alors, l'assujettissement, cette donnée ne peut être connue de la MSA. Il vous faut la recueillir auprès du centre des impôts, seul organisme compétent pour vous répondre. Nous vous avons mis dans le diapo leurs coordonnées téléphoniques. Donc, on vous les a données précédemment. En cas d'erreur, il vous sera possible de revenir sur ce lien pour modifier votre saisie. Une seule modification par an est autorisée. Concernant la déduction, il vous est possible de déduire une partie du montant des subventions que vous avez pu verser l'année précédente à un ou plusieurs établissements de formation, n'excédant pas 10% du montant versé de la part principale à la taxe d'apprentissage l'année précédente. Concernant les réductions, il vous est possible de déduire une partie des subventions en nature réalisée auprès des CFA entreprises et formations innovantes l'année précédente à un ou plusieurs établissements de formation, n'excédant pas le montant du solde de la taxe d'apprentissage. Alors, une protection sociale de vos salariés, tant au niveau TESA simplifié qu'au niveau TESA+.
Les objectifs de ces deux dispositifs sont fournir un bulletin de paye conforme avec mention du montant net social, obligation mise en place par la réforme de la prime d'activité et du RSA. Accélérer les droits sociaux grâce à la DSN mensuelle, calcul en temps réel des prestations comme les APL, moins de risques de remboursement. Simplifier les démarches, transmission automatique des données à France Travail, alimentation des bases pour le calcul des droits à la liquidation et à la liquidation à la source. Pour quelle situation? Alors, pour le TESA simplifié, conditions pour utiliser ce dispositif. Alors, il faut que les employeurs aient un numéro SIRET. Pour les embauches, comme on vous a dit tout à l'heure, de moins de 3 mois. La rémunération brute mensuelle doit être inférieure à 3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 12 015 € par mois. Les salariés non cadres uniquement et toutes les cotisations sociales gérées par la MSA. Les types de CDD concernés, donc ce sera les CDD de remplacement d'un salarié ou d'un non-salarié agricole, des CDD saisonniers, des CDD vendanges maximum 1 mois, des CDD de surcroît d'activité, des CDD d'usage. Et ça sera pour la gestion des temps pleins. Il y aura la gestion des rémunérations horaires avec des heures supplémentaires ou complémentaires ou majorées. Et ça pourra aussi être des rémunérations à la tâche. Par le TESA simplifié, vous avez aussi la possibilité, comme ce sont des contrats courts, d'avoir des gestions de bulletins de paie uniquement pour des CDD saisonniers inférieurs à 1 mois à cheval sur 2 mois civils. Alors, quand est-ce que vous pouvez utiliser le TESA+? Alors, les conditions pour les employeurs avec un SIRET ou pour les particuliers employeurs sans SIRET. Quels sont les types de contrats et également pour la gestion des salariés cadres et non cadres. Alors, quel type de contrats sont concernés? Les CDD, quelle que soit leur durée, alors que le TESA simplifié, ils sont limités à 3 mois. Également pour les CDI, pour les contrats particuliers comme les contrats d'apprentissage, sauf les mandataires qui, eux, doivent être déclarés donc en DSN. Et il y a certaines exclusions comme les entreprises étrangères, les bûcherons, les jockeys. Concernant la gestion, le TESA+ peut être utilisé pour la gestion du temps plein ou du temps partiel, gestion des rémunérations horaires avec des heures supplémentaires, complémentaires ou majorées, à la tâche ou en nature. Alors, comment appréhender la gestion de la prévoyance? Comme évoqué tout à l'heure, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de la loi de sécurisation de l'emploi, rappelle tous les employeurs qui emploient de la main-d'œuvre ont l'obligation d'adhérer à un contrat de complémentaire santé, frais médicaux, et ou l'obligation d'adhérer à un contrat de prévoyance décès et incapacité de travail. Ces contrats doivent être souscrits auprès de l'organisme de votre choix. Si la MSA gère vos cotisations obligatoires de prévoyance mutuelle, garantie incapacité de travail et décès, elle calcule et elle collecte ces cotisations pour vos salariés occasionnels concernés. Si la MSA ne gère pas vos cotisations obligatoires de prévoyance, vous pouvez utiliser le dispositif TESA simplifié, mais vous devez payer directement les cotisations à votre organisme gestionnaire. Ces cotisations n'apparaîtront pas sur le bulletin de paye. Pour une sécurisation complète, affichage sur le bulletin, transmission des données en DSN, droit garanti, la MSA recommande alors l'utilisation du TESA+. Concernant le TESA+, si la MSA gère vos cotisations obligatoires de prévoyance, c'est-à-dire mutuelle, garantie incapacité décès,
elle va calculer et collecter ces cotisations pour vos salariés dans la gestion des taux. En revanche, si la MSA ne gère pas vos cotisations obligatoires, vous devez à ce moment-là obtenir les fiches de paramétrage auprès de l'organisme de prévoyance auprès duquel vous avez souscrit un contrat. Vous devez saisir dans la gestion des taux le numéro de contrat et les conditions d'application salariale. Donc, on vous a mis là sur la slide comment sont calculées les cotisations. Quand la MSA ne gère pas en fait les cotisations obligatoires de prévoyance, vous devez aller vous mettre dans le paramétrage de la gestion des taux, les références contrats et les conditions d'application salariale. Donc, comme dit tout à l'heure, depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs, quel que soit leur secteur d'activité ou taille, doivent proposer une complémentaire santé à leurs salariés. Il existe toutefois une alternative à ce contrat collectif obligatoire, il s'agit du versement santé. C'est une aide financière pour que le salarié souscrive lui-même une mutuelle. Le versement santé est égal à une aide financière de l'employeur pour permettre au salarié de payer sa complémentaire santé individuelle. Ce versement santé s'applique si un accord collectif le prévoit et si le salarié bénéficie d'une dispense d'affiliation. Pour tout renseignement, donc pour tout complément d'information, nous vous invitons à consulter le site de la MSA et on vous a mis donc dans cette slide le lien pour consulter le versement santé. On vous a également mis sur cette slide la formule de calcul en principe, donc la formule de calcul qui est pour 2026. Donc, en fin de compte, le X sera donc le résultat obtenu pour appliquer donc le calcul de son montant de cette cotisation. Donc, il faudra, là, on vous a mis donc sur la slide la formule de calcul, donc le X est égal au montant de la contribution multiplié par le nombre d'heures travaillées dans le mois divisé par 151,67 h. Le résultat obtenu X, il faut appliquer un coefficient de portabilité. Ce coefficient est fixé par le décret du 30 décembre 2015, à savoir 105% pour un salarié en CDI et 125% pour un salarié en CDD. Donc, le montant de cette contribution correspond au montant mensuel de la part patronale que vous versez pour les salariés affiliés à la complémentaire santé dans le cadre du régime collectif obligatoire de l'entreprise. Donc, en fonction du montant donc, de la contribution, éventuellement, donc ça fait, on va dire, 25 € que vous multipliez par 15 heures s'il a fait 15 heures dans le mois, divisé par 151 heures. Ce résultat X, vous allez le multiplier par 125% pour un salarié en CDD et ça vous donnera le montant du versement santé que vous allez délivrer à votre salarié. Peut-être on va un petit peu s'arrêter si éventuellement vous avez des questions par rapport donc à cette prévoyance mutuelle. Vous pouvez ouvrir vos micros et nous poser vos questions. Ou c'est assez clair pour vous? C'est la partie quand même qui est assez complexe, hein, la prévoyance et la complémentaire frais de santé. Hein. Donc après, il est vrai que ça, c'est le cas général et il faut pouvoir voir en fonction de l'activité de votre entreprise, de la situation de votre salarié. Donc, si vous avez plus une question d'un cas particulier, nous invitons à faire mes messages et mes réponses via votre espace privé pour poser la question en fonction de votre entreprise. Donc, n'ayant pas de questions, on continue. Allez. Alors, nouveauté. Dans les nouvelles évolutions du TESA simplifié, vous avez la possibilité également de saisir un bulletin de rémunération, un bulletin de salaire avec une rémunération liée à un temps de pause, d'habillage et de déshabillage.
Cette saisie a été rajoutée car certaines conventions collectives prévoient cette indemnisation. Vous devrez alors déclarer le temps consacré à ces activités et le montant total versé. Ces heures viendront automatiquement s'ajouter au nombre d'heures travaillées dans la déclaration de l'activité de votre salarié. Vous avez également la possibilité, avant de finaliser votre bulletin de salaire, de visualiser les cotisations par ouvrière et par patronale. Si vous constatez une erreur, vous pouvez alors la corriger. Le bulletin de salaire doit être saisi et finalisé au plus tard le 10 du mois suivant la période d'emploi. Comme il vous l'a été précisé précédemment, la saisie de l'assujettissement de la taxe d'apprentissage est désormais effective en TESA simplifié. Depuis peu, nous avons maintenant la possibilité de corriger la rémunération sur un contrat en cours. C'est tout récent, vous voyez la date, c'est que depuis le 29 avril 2026. Mais pour pouvoir corriger cette rémunération, il ne faut pas que le contrat soit clôturé. Donc, ça vous laisse très peu de temps, étant donné qu'en TESA simplifié, le contrat de travail est de moins de 3 mois. Alors, les évolutions qui ont été réalisées concernant le TESA+, l'employeur peut, sur un contrat court, corriger la rémunération. Et sur un contrat clos, corriger uniquement la rémunération. Il est également possible de modifier les données du contrat, date de sortie, type de contrat, statut cadre ou non cadre. Alors maintenant, on va reprendre et faire un petit aide-mémoire pour vous rappeler donc les démarches à accomplir. Donc la première aide-mémoire sur cette slide, c'est l'aide-mémoire au moment de l'embauche. Alors, avant d'embaucher avec le TESA, l'employeur doit préparer le NIR, donc c'est le numéro de sécurité sociale, les informations et les justificatifs du salarié, demander la date de la dernière visite médicale, connaître la convention collective et le niveau d'emploi, coefficient, le taux horaire, le palier et ou le coefficient hiérarchique correspondant au poste que vous proposez en fonction de votre convention collective. Votre convention vous guidera ainsi dans la rémunération en accord avec l'emploi que le salarié va occuper. L'employeur doit également vérifier les autorisations de travail pour les salariés étrangers. Il doit s'assurer que les contrats, que ce soit CDD ou CDI, respectent la réglementation. Il doit déclarer l'embauche à la MSA au plus tôt 8 jours avant, au plus tard le jour même avant la prise de poste. Si le salarié ne vient pas, vous pouvez utiliser la déclaration sans embauche pour l'annuler. Si le salarié bénéficie du versement santé, l'informer et demandez-lui les justificatifs. Vous devez également enregistrer chaque jour les heures travaillées en précisant la date, l'heure de début et l'heure de fin. Enfin, vous devez lui faire signer le contrat TESA et lui remettre un exemplaire. Alors, quand on vous dit enregistrer chaque jour les heures travaillées, c'est très important en cas de litige avec le salarié. Donc, ce n'est pas prévu actuellement sur le dispositif TESA simplifié TESA+, mais vous faites une feuille de papier ou un tableau et vous lui faites remplir, au moins comme ça, vous êtes sûr en accord avec le salarié que ses heures de début et de fin chaque jour correspondent bien à ce qu'il a fait et réalisé. Et c'est très important en cas de litige avec le salarié dans l'entreprise. Alors maintenant, avant d'utiliser le service du TESA simplifié, on vous rappelle qu'il faut contacter votre MSA pour activer l'accès si vous êtes un nouveau utilisateur. Donc pour cela, il faut préparer votre numéro SIRET et vos identifiants de connexion à votre espace personnel MSA. Il faut vérifier les données de votre établissement, c'est-à-dire connaître votre convention collective, votre code donc IDCC, donc par rapport à la convention collective. Nous avons remis encore sur cette slide le lien pour savoir où est votre convention collective. Il faut également connaître
connaître votre organisme de retraite complémentaire, c'est-à-dire donc Agrica, 21 rue de la Bienfaisance, 75 008 Paris. À l'adhésion ou en début d'année, saisir l'assujettissement à la taxe d'apprentissage, ou sinon le message sera bloquant si vous ne le renseignez pas et vous ne pourrez pas accéder à votre TESA simplifié. Concernant le TESA+, avant d'utiliser ce dispositif, vous devez contacter votre MSA pour activer l'accès si vous êtes un nouvel utilisateur. Vous devez préparer votre numéro SIRET et vos identifiants de connexion à votre espace personnel. Vous devez ensuite adhérer au service TESA+, et gérer les taux de cotisation. À l'adhésion ou en début d'année, vous devez également saisir l'assujettissement à la taxe d'apprentissage. Autrement, vous aurez un message bloquant si vous n'avez pas renseigné cette mention. Alors maintenant, un petit aide-mémoire au moment de la paye, à faire au plus tôt dans les derniers jours de travail du mois, travailler et en fonction, donc si vous utilisez le TESA simplifié ou si vous utilisez le TESA+. Alors, pour saisir le TESA simplifié, le volet social du TESA simplifié, suivre et enregistrer le temps de travail ainsi que les jours d'absence non rémunérés, salariés payés à l'heure ou à la tâche. Vous devez saisir avant le 10 du mois, suivant le volet social, toutes les données utiles, les heures normales, les heures supplémentaires, les rémunérations complémentaires, les avantages en nature, les frais professionnels s'il y en a. En cas de sortie du salarié, vous devez renseigner les indemnités de fin de contrat et de congés payés. Vous devez modification possible des données de vos bulletins de salaire tant que la DSN n'est pas validée. Après validation, il n'y a plus de correction, sauf si maintenant, voilà, le bulletin est en cours et vous pourrez à ce moment-là modifier. Mais si le bulletin de salaire, le contrat de travail est clôturé, je vais y arriver, vous ne pourrez pas modifier votre bulletin de salaire. Vous devez valider donc votre DSN au plus tard le 10 du mois suivant pour que la MSA la dépose avant le 15 du mois suivant. Avec vos saisies de paye dans le TESA, la MSA, elle génère pour vous la DSN parce que c'est une obligation légale pour toutes les entreprises en agricole. Alors, concernant le dispositif TESA+, pour saisir le volet social, vous devez suivre et enregistrer le temps de travail ainsi que les jours d'absence non rémunérés, salariés payés à l'heure ou à la tâche. Vous devez saisir avant 15h30 le 3 du mois suivant toutes les données utiles, c'est-à-dire les heures normales, les heures supplémentaires, les rémunérations complémentaires, avantages en nature ou frais professionnels s'il y en a. En cas de sortie de votre salarié, vous devez renseigner les indemnités de fin de contrat et congés payés. Modification possible des données de vos bulletins de salaire tant que le volet social n'est pas validé. Une fois que le volet social a été validé, il n'y a plus de correction possible. La MSA va générer la DSN et va la déposer au plus tard le 15 du mois. Avec vos saisies de paye dans le TESA, la MSA génère la DSN qui est une obligation légale pour toutes les entreprises agricoles. Après avoir donc saisi votre bulletin de salaire ou les bulletins de salaire si vous en avez plusieurs, vous avez la possibilité donc de relever le montant récapitulatif des charges sociales et de l'impôt prélevé à la source pour vos salariés. Vous devez préparer et effectuer le paiement à la MSA dans les délais fixés par prélèvement automatique ou par virement. Et vous devez remettre le bulletin de salaire à vos salariés. Donc, concernant le TESA+, vous avez aussi donc la possibilité de relever le montant total des charges sociales et de l'impôt prélevé à la source pour vos salariés. Préparer et effectuer le paiement à la MSA dans les délais fixés.
Et vous devez remettre également les bulletins de paie à vos salariés. Et le dernier aide-mémoire, c'est au moment de la sortie du salarié. Donc, à la fin du contrat, que ce soit en TESA simplifié ou en TESA+, vous devez éditer et remettre au salarié son certificat de travail qui comprend également le reçu pour solde de tout compte, mais uniquement pour le TESA+. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre certificat de travail, en dessous, vous aurez également le relevé de solde et ça, vous l'avez exclusivement pour le TESA+. En TESA simplifié, vous n'aurez que le certificat de travail. Il faudra aller sur Internet et voir les modèles de reçus pour solde de tout compte et vous le faire par vous-même. Nous sommes en train de demander justement une évolution de ceci pour que ça soit aussi disponible pour le TESA+, TESA simplifié, pardon. Vous avez aussi, donc, vous devez éditer l'attestation de France Travail. Attention, depuis avril 2026, l'attestation est désormais transmise par France Travail sur votre espace privé dans un délai de 1 à 3 jours ouvrés. Et donc, du coup, maintenant, ce document, il fera 8 pages et il sera aux normes de France Travail. Donc, du coup, quand vous ferez votre bulletin de salaire de fin de contrat et que vous aurez donc ce certificat de travail, que vous ferez le reçu, malheureusement, l'attestation de France Travail, vous ne l'aurez pas de suite. Il faudra attendre 1 à 3 jours, le temps que France Travail récolte donc les données en sachant que c'est un fin de contrat et puisse nous les retransmettre et vous puissiez avoir accès enfin à ce document. Mais ça facilitera peut-être les indemnisations pour les personnes qui sont au chômage. Le formulaire de portabilité donc de la CFS et de la prévoyance, si applicable. Donc, comme dit tout à l'heure, vous devrez établir le relevé pour solde de tout compte non fourni actuellement pour le TESA simplifié. Et vous avez aussi la possibilité, donc grâce au TESA, de consulter le registre unique de votre personnel. Alors, vous avez là sur cette slide le cycle du TESA avec les étapes clés pour bien utiliser donc les TESA. Connaître les délais limites pour éviter tout retard vis-à-vis des salariés et de la MSA. Il vous faut vérifier et contrôler l'exactitude des données avant validation définitive. Vous devez valider les formalités avant les dates limites de saisie. Vous devez consulter les documents produits et informer les salariés quand vous faites les déclarations d'embauche, les bulletins de salaire, les fins de contrat. Vous devez réunir toutes les informations nécessaires pour vos déclarations. En résumé, vous devez anticiper, vérifier, valider, informer et respecter les délais pour sécuriser vos démarches en TESA. Et pour finir, nous avons mis donc la liste des contacts de nos partenaires. Donc, vous avez la GFIP. Donc, la GFIP est un accompagnement et financement aux entreprises et aux personnes en situation de handicap. Donc, on vous a mis l'adresse mail. On vous a également mis les coordonnées des chambres d'agriculture de chaque département, les coordonnées de l'inspection du travail, les coordonnées téléphoniques du centre des impôts, les coordonnées de France Travail, d'Ocapiat pour l'accompagnement et financement dans l'accès à la formation de vos salariés. Et malheureusement, pour les organismes complémentaires frais de santé et de prévoyance, c'est l'organisme de votre choix.